Bonjour Eric Bissonnier. Donc aujourd'hui on va parler des ETF qui sont investis dans le contrat, le fameux contrat WTI dont on parle depuis 2 jours. Donc ce contrat s'est crashé, est descendu en dessous de zéro, ce qui était inimaginable avant. Et un certain nombre d'ETF, donc de fonds de placement, pour donner l'exposition à des clients privés surtout, mais aussi des clients institutionnels, pour donner une exposition justement au marché des futurs sur le pétrole, utilise le premier contrat. Euh, Lorsque vous êtes un investisseur dans ces produits, vous prenez comme hypothèse que vous investissez dans le pétrole. Donc vous vous dites, le pétrole est à 20 dollars, 15, 18, ça va revenir à 60. Donc moi, je vais investir dans un produit où il y a écrit pétrole dessus. Il y a 3 lettres qui suivent qui sont WTI, mais en fait, ce que vous pensez acheter, c'est le pétrole. Et donc, probablement ce prix de 20 dollars. C'est pas ça que vous achetez le futur. Et c'est là où les choses se sont vraiment beaucoup compliquées pour ces investisseurs et pour les ETF eux-mêmes. Et par conséquence, on va le voir, pour ce marché pour ce premier contrat et maintenant le deuxième contrat, enfin le contrat suivant du futur. On va voir tout ça rapidement. Euh, donc, il y a eu des flux très importants, et là je vous donne l'exemple du United States Oil, qui a le ticker USO, qui est le plus gros ETF sur le WTI, mais de loin pas le seul. On voit ici, donc ça c'était à lundi, on voit qu'il y a eu c'est un graphique de Bloomberg qui commence en 2006. Donc c'est assez long, on voit les entrées et les sorties au fil des mois, puis on voit ces gigantesques entrées qui ont eu lieu, donc 1,6 milliard de dollars en une semaine d'entrées, ce qui est 3 fois plus que ce qui s'était passé avant. Justement parce que des investisseurs comme vous et moi ont dit tiens, le pétrole est pas cher, donc je vais acheter le pétrole. En manque de bol, c'est pas le pétrole qu'ils ont acheté. Ils ont acheté le premier contrat du WTI. Et il se trouve que ce USO, le plus gros ETF, investit dans le premier contrat, et il avait donc 20% de ce qui était ouvert, de l'open interest, donc de ce qui était présent dans le marché des futurs pour ce premier contrat. Et donc quand ils ont dû, par obligation, parce que ces ETF, aucun de ces ETF ne peuvent être délivrés avec du pétrole physique à Cushing, Oklahoma, comme on a vu. Donc, pas de voyage avec Cushing pour les propriétaires de ces ETF. Et du coup, ils doivent rouler, comme je vous l'ai dit hier et avant-hier, ils doivent rouler donc leur futur, leur position. Donc ces 20%, ils sont passés du mois de mai au mois de juin. Mais ils ont dû faire ça à un moment extrêmement difficile, puisque, comme on l'a dit hier, il n'y avait pas d'acheteurs du tout, alors que normalement c'est un marché assez liquide. Et on s'est retrouvé avec cette énorme pression vendeuse de tous les ETF qui devaient sortir, qui sont sortis, mais à des prix quelquefois catastrophiques. Et ce prix catastrophique de leur sous-jacent, donc de leur investissement, et ben, il se reflète dans le prix de l'ETF. Donc vous auriez pu avoir des prix d'ETF négatifs. En l'occurrence, ils n'avaient pas entièrement leur position sur le premier contrat. Donc, c'est pas descendu en dessous de zéro, ce qui n'est pas possible, parce qu'à ce moment-là, ils font faillite. Donc votre investissement à 20 dollars, en fait, il vaut zéro, et vous ne comprenez pas pourquoi, parce que comme on l'a vu hier, les contrats suivants, ils étaient encore à 20 dollars il y a 2 jours. Donc ça a été vraiment catastrophique. Et il y a un autre phénomène lié à ces ETF, ou plutôt à la nature du marché des futurs. Là, c'est vrai pour tous les marchés de futurs. Vous vous rappelez, on avait regardé la maturité des contrats. Donc je reprends ma page de FactSet qui est mise à jour à maintenant. Et vous voyez ici voilà, je vais vous le montrer même mieux que ça. Vous voyez ici les 2 premiers contrats. Donc ici, on est maintenant le contrat de juin qui arrive à maturité le 19 mai. Et le contrat ici et le contrat suivant qui est le contrat du 22 juin qui est en fait le contrat de juillet. Et donc vous voyez que le volume a augmenté sur ces 2 contrats.
de manière très importante. Et on voit ici le prix des deux contrats. Et vous voyez qu'il y a quelque chose quand même d'assez intéressant, c'est que on voit cette courbe qui baisse entre les deux prix. Et donc si les choses ne bougent pas, à part le temps qui passe, le contrat ici va descendre là. Alors on va calculer combien ça fait. Donc ici il est à 22,13 ce contrat de juillet. Et l'autre est à 15,16, donc la différence c'est 6,97 $. Donc, dans un mois, ça va baisser mécaniquement, si rien ne bouge, de 6,97 $. Presque 7 $. Ça fait donc moins 31% en un mois. Je n'ai pas besoin de vous l'annualiser. En gros, en 3 mois, vous êtes à zéro. Et ces ETF investissent dans ces contrats, ce qui normalement ne pose pas de problème, puisque je vous l'avais montré il y a 2 jours, le Contango, donc là, le spread entre les 2 premiers contrats, normalement, il est de quelques dollars, 1 $ maximum. Mais là, il a pris des proportions gigantesques. Et donc, on se retrouve dans un investissement où vous êtes sûr quasiment de perdre 30% par mois, alors que vous pensez que vous êtes investi dans quelque chose de pas cher. Intéressant, non? Voilà, c'était Éric Bissonnier pour vous faire passer une bonne journée. J'espère que vous n'avez pas d'ETF sur le pétrole. Et si vous en avez, faites ce que vous voulez. Mais réfléchissez bien. Bonne journée!